Santé Mag vous est présenté par Saïda. Tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Douleurs abdominales, diarrhée ou vomissements, nous sommes très nombreux à souffrir d'intoxication alimentaire chaque année et surtout en été. Certains cas peuvent avoir des conséquences graves et mener à l'hospitalisation ou se solder carrément par des décès. Fromage, charcuterie ou produits de la mer. Quels sont les aliments les plus à risque au restaurant, en collectivité ou à la maison? Quels sont les comportements à respecter pour éviter justement d'avoir une intoxication alimentaire? Voilà en gros notre propos ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Oukaour Ali. Vous êtes gastro-entérologue installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reçois également le docteur Blouz Merzer. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes également nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Oukaour, nous ingurgitons des milliers de bactéries en mangeant, en s'alimentant simplement, mais toutes les bactéries ne sont pas pathogènes. Quelles sont les bactéries qui peuvent affecter notre santé et causer des des intoxications alimentaires? Effectivement, nous ingurgitons des milliers de bactéries, mais ce n'est pas toutes les bactéries qui sont pathogènes. Cela dépend du volume, disons, ça se chiffre en dizaines de millions de bactéries qui peuvent être... Il y a un seuil à atteindre pour qu'elles deviennent pathogènes. Il faut savoir que nous avons sur notre peau et à l'intérieur de notre type digestif un microbiote. Oui. Et ce microbiote-là, c'est un ensemble de germes qui travaillent pour nous. Ça, c'est les bonnes bactéries. C'est les bonnes bactéries qui sont là pour l'équilibre du corps et de tout l'organisme. Pas seulement de l'intestin, mais protègent différents organes et même le cerveau à partir du tube digestif. Quels sont les types de bactéries les plus dangereuses ou les plus connues? Est-ce qu'elles sont connues, les salmonelles par exemple, ou l'hystéria Effectivement, les bactéries qui sont à l'origine d'infections intestinales, d'intoxication alimentaire, c'est celles qui sont les plus connues, qui sont les plus fréquentes. Disons, il y a les salmonelles, les Escherichia coli, le Campylobacter, la Listeria, et même des toxines qui proviennent de certaines bactéries, comme celle du Staphylococcus aureus, qui est une toxine qui donne des symptômes, la toxine botulique, et il y a des virus aussi qui sont à l'origine d'intoxication alimentaire et aussi des produits chimiques. Il faut savoir que les métaux lourds peuvent être à l'origine d'intoxication alimentaire. Les engrais qui sont utilisés en agriculture peuvent être aussi à l'origine de symptômes d'intoxication alimentaire. Donc c'est un terme très large qui englobe pas seulement les agents infectieux, mais même des agents chimiques. Nous, on a tendance de croire que c'est dû seulement aux aliments que nous ingurgitons, justement. Mais en finalité, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Oui. Docteur Blouz, est-ce qu'on est en finalité tous égaux devant une intoxication alimentaire? Justement, on n'est pas égaux devant une intoxication alimentaire. La preuve que notre système immunitaire varie d'une personne à une autre. Il y a certaines catégories de gens, de personnes plus vulnérables que d'autres. On a les enfants, les personnes âgées, la femme enceinte et bien sûr on a même les immunodéprimés. Voilà. C'est vrai que nous en avalons des milliers à chaque bouchée. C'est des micro-organismes, ils sont microscopiques, présents dans notre alimentation. Et bien sûr, il y a ceux qui sont inoffensifs, bien sûr, et qui constituent notre microbiote, bien sûr. Et le microbiote, on a plusieurs microbiotes, cutanés, buccal, intestinal. Et bien sûr, il y a d'autres agents pathogènes. Donc, c'est des micro-organismes qui sont pathogènes et qui vont créer un déséquilibre dans notre microbiote et ça va provoquer un déséquilibre et ça va donner quelques symptômes tels que les diarrhées, vomissements et c'est des réflexes physiopathologiques qu'il faudra respecter au moins 24 à 48 heures. Docteur Oukaour, on peut manger, vous et moi, de la même assiette et je peux tomber malade et pas vous. Comment expliquer ça, justement? Est-ce qu'on peut parler de gènes? Est-ce qu'on peut parler de génétique ou de sensibilité dans le cas des alimentations, des intoxications alimentaires?
alimentaire, pardon? C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une sensibilité génétique, c'est plutôt une sensibilité environnementale. C'est beaucoup plus des facteurs environnementaux qui sont à l'origine de ce qui se passe. On peut manger dans la même assiette, vous n'avez rien, moi j'aurai des douleurs, des coliques, oui, des nausées. Peut-être mon microbiote est moins solide que le vôtre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes germes. Chaque individu a son microbiote, même si on est deux personnes qui sont théoriquement en bonne santé et sains. Oui. Donc chacun peut être déséquilibré et être plus sensible que l'autre. On peut prendre un gâteau, il y a une mauvaise manipulation du gâteau, je prends la tranche qui a été touchée par une main souillée et vous aurez pris la partie qui n'a pas été touchée par la main souillée ou le couteau souillé, donc vous n'aurez pas le symptôme et moi je l'aurai. Oui. Donc, on va voir, je vais vous proposer justement de voir un reportage qui parle des intoxications alimentaires, peut-être pour mieux comprendre de quoi il s'agit, les symptômes, mais aussi les causes. Voyez ce reportage signé Farida Muslim. Suite à l'ingestion d'aliments contaminés par un micro-organisme nocif ou un agent pathogène. Quand on parle d'intoxication alimentaire, c'est dire c'est la période estivale où nous avons un très grand nombre de malades qui consultent pour des intoxications. Alors, des intoxications, pour parler d'une intoxication alimentaire, il faut se dire qu'il faut que j'ai un cas similaire. Il suffit que j'en ai deux avec la notion de la consommation du même aliment pour qu'on étiquette d'une TIAC, d'une toxi-infection alimentaire. Plusieurs agents pathogènes sont responsables de l'intoxication alimentaire et peuvent être déterminés d'après les symptômes causés et la durée de leur apparence. Nous avons les salmonelles mineures, donc quand elles sont à l'origine, c'est un aliment qui est incriminé dans la genèse de la pathologie et il y a diarrhée, il y a vomissement dans un contexte fébrile. Et la durée d'incubation, elle est de 12 à 24 heures. Donc il y a une petite durée d'incubation, ensuite il y a les symptômes et il y a risque de déshydratation. Quand c'est un Staph aureus qui est à l'origine, c'est très simple. L'incubation, elle est très courte, c'est 2 à 6 heures, maximum ça ne peut pas dépasser les 12 heures. Il n'y aura pas de fièvre, mais il y aura de la diarrhée et il y aura des vomissements. واش كليتي؟ البيتزا كليتها بيتزا انا والشيخ تاعي نتقيا ودايخه ونتقيا بزاف درك وراجلي ثاني كيف اللي كلها معايا كيف صار له رانا قاعدين في السبيطار. Un tableau dressé pourrait en premier lieu faire penser à une intoxication alimentaire car il s'agit souvent de diarrhée, de nausées et de douleurs abdominales. Une observation médicale spécialisée déterminera le pathogène en cause et le traitement adéquat. Les principaux symptômes, la plainte du malade, c'est toujours des troubles digestifs, surtout une accélération du transit, à type d'une diarrhée, et qui s'accompagne de vomissements. Alors, qui dit diarrhée dit vomissement associé, donc il y a perte de liquide, il y a risque de déshydratation. Et il y a cas où c'est fébrile et cas où ce n'est pas fébrile. Généralement, l'intoxication alimentaire survient lorsque nous adoptons une méthode inadéquate de manipulation d'aliments. Reste à revoir nos habitudes pour réduire les risques d'une toxo-infection. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Dr Okaour, sur les symptômes? Comment reconnaître une intoxication alimentaire? En général, les symptômes peuvent être multiples. Les plus fréquents, c'est douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements, fièvre et un malaise général et parfois même des symptômes très lointains qui surviennent plusieurs jours après comme des arthrites. Donc les symptômes, c'est des symptômes qu'on trouve dans n'importe quelle maladie et ils ne sont pas spécifiques. Ce qu'il y a, c'est que le fait qu'il y ait un repas ou un aliment suspect et l'apparition de symptômes juste après, on peut suspecter une intoxication alimentaire. Ces symptômes vont mettre combien de temps pour apparaître? Si aujourd'hui j'ai des symptômes, je vais incriminer quel repas? Celui de la veille? Tout dépend de l'agent pathogène. Par exemple, si on parle des salmonelles, la période d'incubation elle est de 8 à 48 heures. Ou bien, par exemple, les staphylocoques, dans les 6 heures, on peut avoir ces symptômes. Généralement des diarrhées, des vomissements ou bien des gastralgies, des maux d'estomac aussi. Et là,
cas, généralement, c'est des affections qui sont bénignes, très fréquentes, mais elles peuvent être compliquées avec de la fièvre et avec d'autres complications. Oui. Docteur, au cas où l'intoxication alimentaire est censée être bénigne, mais à quel moment doit-on s'inquiéter? C'est-à-dire, ça va durer combien de temps en moyenne? Premièrement, le premier élément qui est le plus important, c'est, disons, la victime, le patient, le malade. C'est lui qui détermine le risque potentiel. Une personne qui est aux extrémités des âges, un bébé ou une personne très âgée ou une personne présentant une tare cardiopathique. Une personne d'âge moyen. Une personne d'âge moyen, théoriquement, le risque est minime. Et c'est dès l'apparition de symptômes, l'accentuation des symptômes, des vomissements qui ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire c'est beaucoup plus la déshydratation, c'est beaucoup plus l'intensité des douleurs, qui peuvent arriver jusqu'à la perforation parfois. Donc c'est l'accentuation des symptômes quand on sent que... Mais il faut être très clinique, il faut être très proche du malade, il faut voir le malade, c'est le malade qui nous oriente. Est-ce qu'on peut faire on ne une peut pas intoxication? déduire dès le départ, cette personne fera ça, cette personne, en l'absence de tard. Est-ce qu'on peut parler d'intoxication alimentaire si on n'a pas de vomissement, Non, par exemple? on peut parler d'intoxication alimentaire sans vomissement. On peut avoir des nausées et c'est une intoxication. Que des coliques, que des douleurs abdominales, que des diarrhées, que de la diarrhée. Et exceptionnellement, ça pourrait être une constipation. Une personne qui a l'habitude d'avoir un transit normal se retrouve avec des douleurs et un transit, il appelle ça la diarrhée, qui est physiologique chez lui. Oui. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où on doit faire plus attention, où on est plus exposé C'est à une faire une pathologie qui intoxication? survient 2 à 3 fois par an et le pic il est saison estivale, c'est-à-dire pendant l'été. C'est vrai qu'avec la hausse des températures, ça favorise la multiplication et la pullulation des bactéries dans les aliments, surtout s'il y a un mésusage, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut faire la différence entre une intoxication alimentaire et une gastro-entérite? En général, c'est les mêmes symptômes. Donc, on peut considérer une gastro-entérite comme étant une intoxication alimentaire, même si c'est beaucoup plus, c'est souvent... C'est contagieux, contrairement à une intoxication? Une gastro-entérite est beaucoup plus contagieuse, ce qui est connu comme gastro-entérite pour le grand public est beaucoup plus contagieuse qu'une intoxication. L'intoxication alimentaire peut se déclencher dans une collectivité, et là, c'est la contagion. Elle peut être transmise par les mains sales ou par une mauvaise manipulation. Donc la contagion existe, mais le caractère explosif, on voit de moins en moins d'intoxication alimentaire avec des épidémies plutôt. On va voir le spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient après pour parler des aliments à risque. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors je parlais tout à l'heure au tout début de l'émission de la charcuterie, des fromages, des œufs. Quels sont les produits à risque, Dr Bellous? Oui, il faut savoir d'abord qu'il y a des agents pathogènes qui sont présents dans les tubes digestifs, par exemple dans les bovins, les volailles, et qui peuvent contaminer l'entourage de l'élevage. Bien sûr, on a les œufs aussi, et la coque elle est susceptible d'être contaminée de salmonelle ou la présence de salmonelle. Et on a les viandes, poulet, les œufs, les fromages, le lait, les poissons aussi, quelques des produits bien très sûr, fragiles, agents pathogènes tels que l'anixacis, quelques virus aussi. Oui. Est-ce que les fruits, par exemple, peuvent être, ou les légumes peuvent être aussi des aliments à risque? Il faut savoir que, pour être précis, ce n'est pas les aliments qui sont réellement dangereux, c'est le mauvais usage ou l'intervention de l'être humain qui entraîne ce déséquilibre. Théoriquement, les pesticides, c'est ça? Pas seulement les pesticides, surtout la rupture de la chaîne de froid.
du producteur au consommateur. Il y a des transports de marchandises, des produits laitiers particulièrement, les viandes où le transporteur éteint son frigo par souci d'économie, où le commerçant éteint son réfrigérateur la nuit en disant qu'il fait frais. Tout ça entraîne ces déséquilibres qui transforment ces aliments, au départ qui étaient sains, en aliments très dangereux. Donc c'est beaucoup plus l'humain qui est à l'origine de... Donc c'est plus des comportements en fait. C'est plus un problème de comportement à risque. Beaucoup plus un problème de comportement. Pour les fruits et légumes? Pour les fruits et légumes, c'est beaucoup plus en rapport avec les systèmes d'irrigation et l'usage de pesticides. Il faut savoir qu'il y a des irrigations avec des eaux usées. Nous avons eu l'épidémie du choléra, nous avons avec les pastèques les problèmes d'amibiase et les pesticides. Il existe des pesticides qui pénètrent à l'intérieur. On appelle ça systémique, qui pénètrent dans la sève, qui sont dans les fruits. Ces pesticides-là, ils ont une durée de vie, donc une période d'élimination qui est en moyenne de 15 jours. Donc les fruits, on a utilisé ce type de pesticides, ne doivent pas être cueillis avant un délai d'évacuation. Donc il faut respecter ça et ça devient moins dangereux. Mais comme souvent l'appât du gain entraîne des cueillettes avant terme, donc il y a des risques très importants d'intoxication. Docteur Blouze, il y a un autre aliment aussi qui est très dangereux, les produits surgelés, qu'il ne faut jamais recongeler justement une fois décongelé. Parce qu'une fois congelé, déjà il est à l'abri, il n'y a aucun problème, mais si on le décongèle, on donne le temps aux bactéries de se pulluler, de se multiplier. Alors si on le recongèle encore une autre fois, donc il est déjà contaminé. Donc c'est pour cette raison on conseille les gens de mettre des petites quantités de viande ou jamais congeler la viande hachée. Surtout, il faut qu'elle se consomme à l'heure qui suit, très rapidement, la viande hachée. Bien sûr, à la maison, il faut l'hacher à la maison, bien sûr, et c'est-à-dire l'utiliser dans les 2 heures qui suivent l'achat de ce produit-là. Et pour la viande, ça c'est pour la viande hachée. Pour la viande, combien de temps on peut la conserver dans un frigo? Pour la viande, premièrement, il faut respecter une température qui est inférieure à 4 degrés pour que les bactéries ne se multiplient pas à l'intérieur du réfrigérateur. Il faut respecter aussi la chaîne de froid, c'est-à-dire au niveau de la boucherie. Il y a certains bouchers qui, c'est-à-dire éteignent leur réfrigérateur, leur frigo. Et bien sûr, à l'intérieur de la maison, il ne faut pas mélanger les viandes avec le poulet parce que la peau déjà de la volaille, elle est porteuse de salmonelle déjà. Donc si on met les viandes avec ça c'est l'agencement en fait, l'agencement des produits. Rangement. Absolument, dans le frigo. Rangement des aliments au niveau du réfrigérateur. Oui, pensez aussi à emballer les aliments et à les couvrir. Ça c'est très important pour éviter les contaminations croisées, c'est ça? C'est très important. Enfin, la sensibilisation des foyers est très importante. Les conditionnements, déjà dans les réfrigérateurs, il y a des différents étages pour chaque produit. Déjà, il y a des dessins, donc on doit respecter ça. Et puis, l'idéal est pour des soucis de rentabilité d'espace, mettre dans des récipients fermés pour éviter tout contact entre les différents aliments. Et il faut savoir que dans le réfrigérateur, il y a une partie qui est, c'est-à-dire la partie haute, elle est très froide par rapport aux autres parties. C'est-à-dire elle est entre 4 à 0 degrés. Au niveau central, elle est entre 4 et 6 degrés. Au niveau des bacs à légumes, elle est entre 8 à 10 degrés. Au niveau de la portière, elle est entre 6 à 8 degrés. Donc, il y a un agencement, il y a un rangement spécial pour chaque aliment. Il y a d'autres comportements peut-être qu'on a tendance à banaliser, mais qui sont très importants. Par exemple, certains ustensiles comme les planches qu'il ne faut pas, ou les couteaux qu'il ne faut pas utiliser pour tous les aliments aussi. Ça, c'est la contamination croisée. Si on utilise le même couteau pour couper de la viande et on va couper un morceau de pain ou bien éplucher la pomme de terre, certainement on va contaminer ces aliments. Donc c'est pour cette raison il faut laver minutieusement les ustensiles à chaque manipulation, y compris les planches à découper aussi. Et même c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la cuisson. Et pour les restes de la veille, est-ce qu'on peut les réchauffer ou pendant l'été? En été, c'est à éviter. On ne les laisse pas le lendemain, c'est-à-dire dans les 6 heures, c'est bon.
Oui. La mayonnaise aussi, c'est un autre produit qui est très contesté. La mayonnaise, c'est un bouillon de culture. C'est-à-dire, même si on la fabrique nous-mêmes à la maison, il faut qu'on la jette le jour même. Soit on la consomme, soit on la jette. Parce que c'est un bouillon de culture. Même à l'intérieur du réfrigérateur, il y a une multiplication de bactéries. D'accord. Docteur Okaour, est-ce que finalement, le fait de manger dehors aussi est un comportement à risque? Parce que le plus souvent, une intoxication alimentaire, elle est chopée lorsqu'on mange dehors, n'est-ce pas? Souvent c'est le cas, mais pensez qu'une sortie en été, donc on ne va pas se renfermer chez nous. Sortir est un comportement à risque, pas seulement pour l'alimentation. Il faudrait peut-être bien choisir l'endroit où on doit y aller quand même. Bien sûr, il faut sélectionner l'endroit, parce que souvent on constate dans la bouffe rapide, dans les fast-food, la personne qui sert, c'est elle qui essuie les tables, c'est elle qui essuie le comptoir, et parfois avec la même main en disant, j'ai eu une fois un incident avec une personne qui a essuyé en me disant que le chiffon est très propre, qu'il l'avait lavé alors qu'il l'avait essuyé. Je lui dis, mais vous l'avez essuyé, donc c'est sale. Donc pour eux, je l'ai essuyé, il est propre. Alors qu'avec la même main, sans gants, il manipule. Les règles d'hygiène élémentaires. Alors le geste le plus important, c'est le lavage des mains. Par le consommateur et par l'agent qui produit, qui fait la cuisson ou qui sert les clients. Oui. Est-ce qu'en finalité, on soigne une intoxication alimentaire? Comment soigner une intoxication alimentaire? Avant tout, c'est la prévention. C'est l'élément le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une intoxication. Donc, il faut avoir des comportements d'hygiène, de sécurité qui permettent d'éviter d'arriver à l'intoxication. Maintenant, soigner les symptômes, il faut être toujours symptomatique. Est-ce qu'on prend des antidiarrhéiques ou, par exemple, moi, en général, anti-vomissement aussi? Moi qui suis clinicien, je dis souvent aux gens, il faut avoir de l'armoise à la maison, l'armoise chère. C'est toujours bon, je leur dis commencez par ça, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, vous venez consulter. Mais donner des antibiotiques systématiquement, ce n'est pas un bon comportement parce qu'on ne sait pas quel est le germe, parce que chaque germe il est sensible à un type d'antibiotique et parfois c'est des virus qui sont sensibles à rien. Parfois c'est des toxines comme le Staphylococcus aureus, professeur Achour en a parlé, celui-là, c'est une toxine. Les antibiotiques n'ont aucun effet sur les toxines. Donc ce n'est pas les antibiotiques qu'il faut. Il faut respecter la diarrhée. La diarrhée est un moyen de défense du corps, comme la toux. Il faut respecter. Il ne faut pas la stopper en fait. Il ne faut pas la stopper, il faut la compenser en réhydratant le patient, le malade. La diarrhée est à respecter comme la toux. Alors, en finalité, je ne sais pas si on peut dire que l'Algérie, malheureusement, est un pays à faible hygiène, parce que nous développons quand même beaucoup plus d'intoxication alimentaire que d'autres pays. Quels sont les conseils qu'on peut rappeler, et il nous reste 2 minutes, aux usagers, notamment en été? Il faut bien focaliser sur la prévention. Il faut commencer par le lavage des mains d'abord. Il y a une journée mondiale de lavage des mains. Il y a l'hôpital de Genève, je crois, qui a pris l'initiative. Ça fait déjà 10 ans. Il y a un protocole à respecter, il faut bien se laver les mains, frotter bien entre les doigts, le côté extérieur de la paume de la main et tout, pour éliminer tout ce qui est bactéries. Et bien sûr, il y a d'autres conseils à donner par rapport à l'utilisation des ustensiles. Il faut bien les laver, il faut éviter de manger dehors, surtout la shawarma et tout, les gens qui éternuent sur shawarma et tout, donc il faut éviter tout ça. Après, on se dit pourquoi on fait des intoxications alimentaires. Et bien sûr, on a des staphylocoques aussi qui sont dans notre fosse nasale. Parfois, on éternue dans nos mains et parce que nous-mêmes aussi, on est porteurs de bactéries en finalité. Bien sûr. Donc tout ça, il faut éviter ces comportements pour prévenir ces intoxications alimentaires, ces toxi-infections alimentaires. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Santé Mag. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. C'est rapide. Santé Mag vous est présenté par Saïd Al.
رائد في صناعة الأدوية الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا. إنجازات وتحديات. مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا. خبرتنا